Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. Donc devenir son propre patron, générer de l'emploi, gérer son entreprise, contribuer à l'économie du pays sont des valeurs nobles qui apportent satisfaction. Donc l'émission Osez entreprendre donne la parole aux chefs d'entreprise pour qu'ils partagent avec nous chaque semaine leur expertise, leur expérience, leurs difficultés et aussi motiver ceux qui sont là, qui se cherchent encore. Donc chers auditeurs, vous pouvez intervenir dans l'émission en nous appelant sur le numéro Togocel le 91 09 71 71. Je le répète, le 91 09 71 71 ou sinon sur le numéro Move 96 61 58 58. Donc hier, c'était la première édition des rendez-vous des professionnels que Osez entreprendre a organisé à Mentotel. Donc ce rendez-vous permet aux entrepreneurs, aux porteurs de projets ainsi que les médias de se retrouver autour d'un cocktail, ambiance jazzy. Voilà, c'était vraiment un agréable moment. Donc malgré la pluie, on a quand même eu une cinquantaine de personnes qui sont venues un peu de partout et de divers horizons. Donc on les remercie énormément. Donc il y a quand même nos invités qui sont passés chez nous. Donc je tiens vraiment à dire un grand merci à Kia Énergie Solaire, Afrique Cube, Boswell, Sotral, First Digital Impact, donc Dali Group, King Café, la coach Emily Bojona, Jacques Logo du FIMO 228, l'artiste Zaga Bambo qui sera en showcase le 24 juillet prochain, donc toujours à Mentotel, Assim Togo, Lomé Taxi, et puis j'en passe quoi. Donc aussi les porteurs de projets qui étaient là, donc ils ont parlé de leur projet et échanger les cartes de visite, et puis c'est aussi le but. Donc la prochaine édition, ça sera le 6 août. Donc toujours dans la même ambiance, un peu jazzy, et vous aurez une dégustation de vin de France. Donc voilà, mais ce matin dans Osez entreprendre, nous avons le plaisir de recevoir donc Monsieur Komi Agoku, donc qui est le DG de Choco Togo. Vous avez vu, vous connaissez déjà, ce n'est pas un secret pour vous. Donc le Choco Togo, c'est un chocolat bio, équitable, artisanal et 100% made in Togo. Donc il transforme la fève de chocolat en un délice qui éveille les papilles. Donc il sera avec nous tout de suite après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Efi Sabouté de Gombo Studio. Osez entreprendre. Salut, c'est Fils Abouté, entrepreneur digital et co-directeur du média Elfree. Écoutez Osez entreprendre sur Nana FM avec Essi Mimi tous les samedis à 11h. La meilleure émission radio pour les passionnés de l'entrepreneuriat. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Agoku et bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très très bien. Alors. Excellemment bien. Ah bah là on parle de chocolat déjà. Dès le matin là, on est déjà l'eau à la bouche. Donc le chocolat, on n'a pas de secret pour vous. Donc on veut raconter-nous un petit peu votre parcours et comment vous êtes arrivé dans ce secteur en fait. Je voudrais vraiment faire d'abord un coucou à Eddie, Gombo Studio. Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il vous a accompagné? C'est lui qui a fait le logo de Choco Togo. C'est vrai? Exactement. Ah bah chapeau. Wow. C'est un pro. On a passé une très belle émission la semaine dernière. Je le salue. Je tiens vraiment à lui dire un grand merci parce que ça fait partie de notre histoire. Ceux qui ont commencé avec nous et qui parce qu'en ce moment-là c'était un projet. D'accord. Le projet était là. On a la bonne volonté de faire les choses, on rêvait, mais il fallait s'entourer vraiment des professionnels. Et d'où venez-vous? Moi, je viens de Palivé. Mon nom c'est Eric Agboku. Je viens de très loin. De très loin. De très loin. Donc, quelle serait la question? Comment vous avez commencé? C'est quoi votre parcours? Ok, premièrement, je suis né à Baba, ici, dans le Zia. D'une maman qui était revendeuse de poissons. Donc j'ai continué mes études quand à l'âge de 5 ans, elle a
elle est allée à Palimé, donc c'est là où j'ai commencé les études là-bas, dans les années 80. Donc ma mère est revendeuse de poissons, donc j'ai appris à vendre le poisson tout petit, parce que pendant les vacances, c'était le moment où nous devons accompagner pour qu'on puisse payer l'écolage. Mon écolage était à 1330 en ce temps-là à l'époque, mais il faut voir, parfois 3 fois jusqu'à 5 fois, on doit nous renvoyer de l'école pour que nous arrivions à payer ça. Donc déjà à ce stade-là, moi le matin, je dois déposer les affaires de maman au marché avant de continuer. Donc c'est comme ça que j'ai vécu mon enfance, mais j'ai fait quand même un parcours très brillant sans problème jusqu'au bac. C'est au bac que j'ai eu. Bravo. Ah oui, mais au bac j'ai été surpris. Ça c'est le bac quoi. Donc premier échec au bac et moi en ce moment-là c'était comme si c'était fini, le ciel était tombé. Et c'était en 1995 et 96, Dieu voulant, j'ai eu le bon bac. Donc, à l'université, j'avais choisi la psychologie. Donc, j'ai fait la psychologie pendant 4 ans pour avoir ma maîtrise. Et j'ai fait la psychologie de la santé. Qu'est-ce que la psychologie a à foutre aujourd'hui avec chocolat? Donc, affectueusement, mes amis et collègues avec qui on a fait l'université, ils m'appellent psy chocolatier. Ça veut dire j'arrive à concilier et la psychologie et le chocolat. Donc, la question reste comment je suis arrivé à faire aujourd'hui du chocolat. Voilà. Donc, première chose, je voudrais attirer l'attention de tout le monde ici, tous ceux qui nous écoutent, que vraiment, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Pour l'Afrique, ça doit être, on doit savoir que personne n'est né pour une direction donnée. Oui. Dans la vie, on peut la retrouver. Parfois, ça peut être quelqu'un qui vous indique. Parfois, ça peut être une inspiration qui vient de vous. Et parfois, ça peut être même les circonstances de la vie. Et la plupart des cas, ça peut être des circonstances parfois malheureuses ou parfois heureuses. Donc, de mon cas, moi, après ma maîtrise en psychologie, j'ai eu la grâce de continuer mes études en Allemagne et pour pouvoir faire le doctorat. Mais c'est en Allemagne à l'université, j'ai eu une opportunité de revenir au Togo pour travailler ici en tant que représentant résident d'une fondation allemande. Pendant 6 ans, je faisais ce travail, mais je ne savais pas. Je peux vous dire je peux pas vous dire que moi, depuis, j'avais le pressentiment de devenir un entrepreneur. Non, je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours aimé servir, j'ai toujours aimé travailler, mais entreprendre, ça ne m'est jamais arrivé dans la tête. Donc, j'ai dirigé la fondation pendant 6 ans, 2004 à 2010. Pendant la période-là, j'étais quand même préoccupé d'une seule chose. C'est que je vois que nous vivons dans la pauvreté en Afrique, mais cette pauvreté, pour moi, parfois, je ne crois pas que c'est une pauvreté qui est naturelle. Je suis convaincu que c'est une pauvreté qui est fabriquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont décidé c'est-à-dire certains ont décidé de mettre d'autres pauvres. Et ça dépend de l'organisation, c'est-à-dire ça dépend du système éducatif. Je reviendrai là-dessus. Oui. Et pour moi, je voyais, surtout quand j'ai étudié la psychologie, j'ai dit qu'on peut éduquer autrement les gens pour qu'on puisse faire quelque chose de différent. Donc, c'était ce qui me préoccupait. Donc, quand j'ai démissionné, première chose, nous avons mis en place ici à Kakaveli un centre que nous appelons foyer de promotion des jeunes et des enfants, où nous utilisons le jeu et le sport pour pouvoir éduquer les enfants. Donc, nous avons créé une académie de football qui s'appelle Oxano FC, qui est aujourd'hui devenu futur stade d'Agro Kakaveli ici. Donc, pendant la période-là, je me préoccupais d'une chose, de comment on peut utiliser, comment on peut aider l'homme à comprendre un peu, à trouver sa voie.
puisque j'ai fait la psychologie, donc je me préoccupe vraiment. Donc, mais il y avait eu un grand problème quand j'avais là-bas, parce qu'on entretenait plus de 300 enfants chaque semaine, et où on donnait des cours de remise à niveau, c'est-à-dire cours de répétition, gratuitement, pour 300. Donc j'ai mobilisé des étudiants pour pouvoir faire ça, mais c'était volontaire. Mais nous sommes arrivés à un point. Il y a certains qui ont la bonne volonté de venir. Et d'autres non. Mais non, ils étaient là, tout le monde était là, mais certains viennent de très loin. Et quand ils doivent partir, au moins, s'ils ont donné, il faut quand même au moins assurer le transport. C'est là où l'idée de faire quelque chose pour que ça devienne de l'argent, pour que je puisse continuer le projet là. Donc, l'idée est née là-bas. Choco Togo est né dans ce centre-là. Et il y avait eu une fois, dans ce projet humanitaire, il y avait eu une opportunité de participer à un projet d'échange avec l'Union européenne. Il disait, ça s'appelle Youth in Action, c'est-à-dire Jeunesse en Action. Et nous avions l'opportunité de participer à un projet où il y a la Côte d'Ivoire dedans, il y a la République de l'Italie et la République tchèque. Et EFD, Enfants pour le Développement, a participé, et nous devons d'abord former 60 jeunes en entrepreneuriat avec le projet physique. Et ça, je dis encore merci. C'est pendant ce projet-là que j'avais connu EFI. Et c'est EFI qui avait fait aussi le graphique pour ça. Ça m'a beaucoup émerveillé. Et le projet avait pour objectif de former 60 jeunes en entrepreneuriat, en e-commerce et dans, comment on appelle là, inclusion et coopérative. Donc, on appelle Fair Young Sustainable Inclusive and Cooperative Physique. Donc, ce projet nous a donné aussi l'opportunité de sélectionner parmi les 66 qui doivent aller en Italie pour se faire former. Et nous arrivons en Italie. C'est là où on nous dit que nous allons être formés en chocolaterie. Waouh! Maintenant, est-ce que je connaissais avant cacao? Oui. Mais cacao, pour nous, c'est la cabosse, les fèves, les amandes. Et quand nous étions allés là-bas, pendant tout le temps de la formation avec les autres, donc on était 24 jeunes, plus moi le coordonnateur, on était 7, et les autres coordonnateurs aussi, chaque pays est venu avec un coordonnateur plus les jeunes. Et nous avons été formés comment faire le chocolat. Mais ils nous avaient formés à faire du chocolat à base de pâtes de cacao. C'est-à-dire qu'on nous a montré les pâtes de cacao, on nous a montré comment faire le chocolat. Et donc, maintenant, on sait faire le chocolat. Quand on est rentré, et donc, à chaque fois que nous étions là-bas, chaque formation, tout ce qu'on fait, ma chambre s'appelait quartier général. Donc, tous les jeunes, à chaque jour, on doit venir faire un peu le point. Qu'est-ce que toi, tu as vu? Quel angle tu as vu? Tout. Et je me rappelle, les jeunes de mon équipe, à un moment donné, ils ont boudé. Que les Tchèques, eux, ils viennent ici, ils vont pour manger la crème glacée, ils sortent et tout ça. J'ai dit, mais oui, la course que nous faisons dépend de ce qui nous poursuit. C'est ça. Si c'est une course pour la vie, c'est différent. Eux, là, ils ne courent pas pour la vie, nous courons pour la vie. Donc, c'est par là, on a créé vraiment une équipe, mais dans le choix, il faut reconnaître que le choix ici aussi un peu bien fixé. Nous avons des agronomes parmi nous. Nous avons fait les étudiants qui sont là-bas, ils sont agronomes, ils ont fini, ils n'ont pas de boulot. Il y a certains qui ont fait la logistique, qui sont au milieu de nous. On a des gens qui ont fait audit finance, qui sont au milieu de nous. Il y a des gens qui ont fait gestion de projet au milieu de nous. Donc, il y a aussi certains qui ont fait le web, qui sont des professionnels. Ils ont fait le CIC. Donc, on a vraiment formé une équipe qui était comme déjà une équipe professionnelle, quoi. Donc, maintenant, le chocolat venu, on est revenu au Togo et on se posait la question, si nous voulons faire le chocolat, est-ce que nous allons importer les pâtes des gens là? Alors que c'est chez nous qu'on cultive le cacao. Donc nous étions, je dis, ok, maintenant nous allons tout le monde doit mettre sa compétence, ses expériences. Donc, pendant la recherche, le protocole,
c'est ceux de agro qui étaient devant, qui faisaient toutes les recherches possibles. On a essayé tout. On a essayé tout pour trouver la formule. On est allé sur Internet. On va chez les bonnes dents qui font comment on appelle là, qui font le pain. Pour pouvoir trouver la formule pour faire la torréfaction. Oui. Et on a essayé par tous les moyens. Et parce que le problème, c'est que pendant la période là, on n'avait pas les moyens de nous acquitter des machines. Oui. Et ça, c'est un. On n'avait pas les moyens, même pour pouvoir commander les études, ou bien par exemple les emballages, tout ça. On n'avait pas les moyens. Quand nous avons fait les trucs, les cotations, on vous dit 10 000, 30 000, il faut déposer 3 millions, 4 millions. Mais on n'avait pas encore trouvé 1 million pour pouvoir faire ça. Donc c'est comme ça que nous avons fait, mais ce qu'on s'est dit, ok, ça nous a orienté aussi à faire, à revaloriser tout ce que nous avons autour de nous. Donc c'est là où nous avons dit, mais on commence par, on a papier craft, non, papier kaki. Nous-mêmes on a imprimé nos affaires, on a fait le chocolat. Pour faire les moules qu'on avait commencé, on était allé voir les gens qui faisaient comment on appelle l'alu là? Pas alu, mais oui, les soudeurs. Les soudeurs. C'est soudeurs, avec soudeurs, on était allé, on a donné la dimension, ils ont fait quelque chose comme ça. Et comment vous avez réussi justement à trouver la formule pour... oui, c'est ça. Donc, on est allé voir, parce que la formule, c'est qu'on a essayé tout, oui. Et on a essayé tout. En fait, nous avons la formule qu'on nous a apprise de l'Europe. Mais il n'y a pas la transformation. Voilà, tout, nous avons le protocole. Mais pour avoir la pâte, c'est ça le problème. Et pour avoir la pâte, donc on a même acheté des machines pour pouvoir faire, mais quand nous faisons, c'était granuleux. On était passé par des moutures chez le moulin, on a essayé tout. Donc, on a fait tout ça là et on a vu un peu les différences. Donc, c'est là, après on s'est dit, ok, dans tous les cas, nous allons commencer. Et pour la petite histoire, quand on dit qu'on allait commencer, on a retrouvé maintenant une formule et nous avons fait notre premier chocolat. Et on était très contents. On a appelé les gens, on a publié et nous étions contents déjà. Donc, le centre que j'avais loué là-bas, le centre me coûtait 100 000 francs par mois. Donc, comme j'avais démissionné aussi de l'autre côté, que je m'engageais ici, donc à un moment donné, c'était difficile de payer les 100 000 francs. Donc, mais c'est là-bas quand même qu'on a commencé à faire le chocolat. Maintenant, quand on a fait les premiers essais, ça a marché, tout, donc on a publié, on sait comment, on commençait déjà par croire que ouais, tout bientôt on a le marché, on va vendre et on va gagner. Ok, donc pour pouvoir montrer que nous avons fait le produit, nous avons organisé le premier salon de chocolat du Togo. Le salon, nous étions allés au palais des congrès et on a négocié le bas. Oui. On va vouloir faire un salon parce qu'on a fait le chocolat, on a fait les différentes gammes avec le pain, avec beaucoup de choses pour que les gens puissent goûter. Et ça nous coûtait 100 000 francs par jour. On a fait 3 jours. On nous demande de payer. On n'avait pas l'argent. Pensant que on a fait le truc, on se disait qu'on allait vendre au moins 700 000, 800 000, le calcul était fait. Le calcul était fait. Maintenant, le loyer d'ici, j'ai pris ça pour pouvoir organiser le salon et avec tout. On n'a rien vendu. Un seul franc, on n'a pas vendu. Et le fin du mois, les gars, on nous a fait sortir de là-bas. Nous étions sortis avec des huissiers. Hein. Donc, c'est un truc que j'avais payé au moins 1 million et quelques, où j'étais obligé de trouver ça. Donc, pendant la période là, donc l'unité de transformation de notre chocolat est venue maintenant dans ma maison. Donc, j'ai négocié avec ma femme. Elle va au boulot à 7 heures. Donc, 8 heures, notre équipe vient. Donc, notre cuisine devient l'unité. Et à 17 heures, on fait tout. Et on arrange tout. Et on doit laisser la place. Et ça devient encore la cuisine. Donc, parce qu'on avait besoin d'un lieu, mais aussi
le lieu doit être vraiment pour l'agroalimentaire vraiment équilibré et hygiénique, et aussi on a besoin du refroidissement pour pouvoir faire le truc là. Donc quand on était renvoyé de là-bas, on a fait au moins 1 an à la maison. Et ça a été la plus grande expérience pour moi, parce que quand on vendait le chocolat, ce qui me dérangeait, c'est que quelqu'un vous appelle et vous donne un rendez-vous, on veut vous voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les acheteurs ou quelqu'un, ils apprennent, ils veulent vous rencontrer, discuter. Je n'avais pas de lieu. Ah oui. Donc, quand on me dit, je dis, ok, on se voit, vous êtes où, tout. Moi-même, je viens chez vous. Ou on se voit dans un bar, dans un restaurant, pour recevoir les gens. Donc, c'est ça, on s'est dit, ok. En 2015, quand on a fini, on s'est maintenant mis en coopérative pour pouvoir avancer. Nous avons dû louer une maison à Palimé. Justement, parlant de coopérative, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? Une coopérative, c'est une association, un groupement de personnes, mais qui se comporte comme une association, mais qui se comporte aussi comme une entreprise. C'est-à-dire que c'est à but lucratif. D'accord. Donc, une association simple, c'est juste, on se retrouve, on fait de l'humanitaire. Mais une coopérative, on se retrouve pour avoir une activité génératrice de revenus. Et dans cette activité, c'est-à-dire ce que nous faisons, les coopérants se permettent de se créer de l'emploi. Donc, nous sommes d'abord les premiers employés et les premiers salariés. Et au même moment, maintenant, on se reconstitue comme en capital pour créer une entreprise. Donc, Choco Togo est une coopérative par rapport à sa constitution, mais c'est une grande entreprise par rapport à ce que nous faisons. Donc, avec le temps, avec le succès, donc nous étions obligés de séparer et la coopérative et l'entreprise. Parce que si nous restons toujours dans la coopérative, on ne peut pas ne pas avoir accès à certains marchés. Mais, dans tous les cas, les deux fonctionnent très bien. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont employés. Nous sommes jusqu'à 70 comme ça, qui sont des employés, mais qui ne sont pas de la coopérative. Donc, c'est comme une entreprise. C'est une grosse machine, là. Oui. Et justement, pour revenir au chocolat, comment choisissez-vous le bon cacaotier pour avoir du bon rendu? Ouais. Nous avons aussi dans notre... Comme on a commencé par s'intéresser à cacao, on a commencé aussi par visiter les cacaoculteurs. Donc nous avons fait une tournée dans les zones de cacao. Et au Togo, le cacao ne se produit pas n'importe où. C'est seulement dans la zone de Palimé, c'est-à-dire sud-ouest de Palimé, à Gou, les Adélés et au niveau des Akebou et de l'Itimé, c'est-à-dire au niveau des Badou. Donc on a dû faire un tour pour d'abord expérimenter c'est-à-dire goûter à ces cacao pour voir. Et nous avons fait une grande découverte. La découverte, c'est que il y a encore certaines variétés qui sont en perdition aujourd'hui, qu'on appelle Amelonado. Et cette variété est dans les Akebou, sur la montagne des Akebou et dans la vallée de Badou. En fait, c'est les variétés qui ont été introduites pendant la période de la colonisation allemande et qui sont toujours restées. Maintenant, cette variété, elle est très fragile et très sensible aux attaques virales de swine shoot. Donc, c'est une variété qui, quand par exemple le virus là attaque toute la zone, on doit abattre les arbres là. Et d'autres variétés ont été étudiées, développées, des hybrides pour pouvoir résister à ces virus-là. Donc, il y avait eu un projet qui a été mis en place et qui devait remplacer graduellement les anciens là. Et le projet a commencé par Palimé, parce que Palimé, c'est la ville, on peut dire la capitale du cacao, du café. Donc, ils ont commencé le projet. Mais le projet n'a pas terminé quand, en 1990, il y avait ces vents, OPAC n'existe plus, tout ça n'existe plus. Donc, il n'y avait plus de financement pour continuer. Et nous, on dit merci.
Parce que maintenant, c'est cette variété qui fait la particularité de Chocotogo. C'est pourquoi c'est là où nous, on est restés. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette variété? Quand vous mangez, par exemple, les autres cacao, vous les torréfiez, vous les mangez, parfois vous sentez qu'il n'y a pas, le goût c'est plat, quoi. Mais l'autre là, d'abord c'est amer, et secondo, c'est que vous allez sentir un parfum du café dedans. C'est comme si c'est mélange du cacao et café. Et ça, c'est une variété. Quand nous avons eu l'opportunité de participer au grand salon, beaucoup de gens ont apprécié. Et c'est ça qui nous a permis maintenant de revenir et de mettre en place maintenant une stratégie pour préserver cette variété. Et comment arrivez-vous à imposer la marque Chocotogo dans le commerce? Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. J'imagine. Les débuts, quand on a fait Chocotogo, je veux saluer ici Oadel. Oadel et les vitrines, qui sont les deux qui, malgré tout, avaient accepté le produit. Donc, il fallait d'abord déposer le produit quelque part. Mais on a déposé aussi dans d'autres pubs, mais on fait dépôt-vente. Oui. Les gens, vous déposez et vous venez. Vous appelez les gars. Bonjour, ça fait déjà 2 mois et on veut voir est-ce qu'il y a eu des ventes, est-ce qu'on va vous livrer? On vous dit, monsieur, on a vendu 2 ou 3. Il dit, mais est-ce qu'on peut nous payer un peu? Monsieur, si vous voulez, venez prendre vos produits. Wow. Et ça, c'est ce que nous entendons souvent. Et parfois, vous attendez, votre produit là, est-ce que c'est ça, chocolat? C'est ce qu'on appelle chocolat. Et les gens ne savaient pas qu'il fallait commencer par quelque part. Donc, pour nous, pendant la période là, c'était beaucoup plus, ça nous permettait d'être avec le public et de les écouter, et pour savoir quels sont leurs goûts. Et chaque fois, nous nous efforçons d'améliorer le produit, et aussi nous sommes équipés. Je voudrais attirer aussi l'attention, parce que nos banques ici au Togo, ou bien dans les pays francophones, les banques sciemment sont faites pas pour investir. C'est des banques commerciales. Je veux informer les jeunes entrepreneurs de ne pas considérer les banques comme... Les banques là, c'est aussi une entreprise qui veut gagner de l'argent, mais malheureusement, pratiquement toutes les banques que nous avons dans les milieux francophones, c'est des banques commerciales. C'est ça qui fait qu'elles ne sont pas prêtes à financer un projet. Vous rêvez là, vous venez chez eux avec un business plan, tout ça. Le business plan peut être très bien écrit, mais quand vous venez, on vous regarde, on vous dit, mais entre-temps, on va investir dans la vie de tel, est-ce que il va porter tout. Et quand vous êtes jeune, quand vous êtes dans vos débuts, on ne vous croit pas. Vous pouvez même amener tout, on ne vous croit pas. À moins que vous avez votre père a un terrain quelque part, un gage. Et pour combien de personnes leur père a quoi? Parfois même on a le terrain, mais on demande titre foncier. Comment on va faire? Donc on n'en a pas. Donc déjà ça a été aussi un de nos débuts, mais difficile, hein. Oui. Et comment vous dire? Parce que la plupart des Togolais, donc ils ont leur habitude déjà pour consommer 100% made in Togo. Est-ce que comment vous faites? Vous savez, ça c'est un paradigme il faut vraiment attaquer et changer. Je vais profiter ici pour montrer un peu le système. Le système, c'est un système qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un système qui date depuis la colonisation. Depuis la colonisation. Vous allez voir que quand on nous a dit que d'abord même dans le temps de la traite négrière, on vient ici, on apporte le whisky et des miroirs, c'est ce qu'on donnait à nos parents, et nous on donnait tout. Je vais vous dire quelque chose. C'était fait que l'Afrique doit rester une terre, un territoire qui produit que la matière première. L'Africain ne doit en jamais bénéficier. Non, on ne doit même pas l'aider à comprendre qu'on peut transformer. Parce qu'il y a une plus-value dans la transformation.
Et l'Afrique est le continent qui nourrit pratiquement tous les autres continents en matière première. Dans la géoéconomie, l'Afrique est positionnée comme fournisseur de matières premières. Mais ce qui est encore plus grave, la même Afrique est positionnée comme le continent de consommateurs. Et on nous a fait croire que d'abord à l'école, les dons que nous recevons, oui. les actions humanitaires, c'est des actions qui tournent, comment on peut là, codifier notre système de pensée. Oui. Et c'est ça qui fait que nous tous ici, on a les jeunes, je vois des jeunes qui ne font pas grand-chose, mais qui ont des portables plus puissants que nous qui avions le truc là. Voilà, pourquoi? Parce que on nous a créé cette manière de voir les choses. Et je vais vous dire, les cacao, les chocolats que nous mangeons ici, jamais les Africains, si les Africains eux-mêmes en consommaient, les industries, beaucoup d'industries en Occident vont se fermer. C'est ça. Donc, il faut passer par tous les moyens pour les décourager à manger, à consommer local. Moi, par exemple, je fais un exemple. Je vais dans les supermarchés juste pour observer le comportement des gens. Vous allez voir des gens qui viennent au supermarché et qui vont aller acheter les choses. Vous allez voir que dans sa corbeille, c'est tout ça là, c'est importé. Je prends des jus là que nous avons, les jus qu'on nous met là-bas. Un jour, quelqu'un a pris le jus, j'ai dit, monsieur, je vais vous poser une question. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez lu la teneur du jus qui est dans les heures? Il dit non, regardez ça. Il allait. La teneur était à moins de 28% et tout comme ça. Tu es venu acheter quoi? Du jus? Et la teneur est 28%. Les 72% c'est quoi? Donc monsieur, venez, je vais vous montrer quelque chose. Donc je les amène vers Junabio, je dis, vous savez, on n'a même pas ajouté de l'eau. 100%. 100%, vous allez dire que c'est cher. Mais prenez cette bouteille et versez l'eau que l'on a versée sur l'autre là et les colorants là, versez là-dessus, vous allez voir que ça devient même moins cher que ce que vous avez acheté. Donc, nous avons compris que notre société a besoin d'une éducation particulière. On doit se défaire de l'éducation que nous avons. On doit se défaire de notre conception des choses. On doit commencer par accepter. Moi, mon supermarché, vous connaissez? C'est le marché d'Adi de Gomé. C'est le marché d'Adi de Gomé. Je veux boire du jus. Je vais au niveau des bonnes femmes là-bas. J'achète la quantité. Et quand j'achète, par exemple, les fruits, c'est mon fond. Donc, tout le truc là, quand je viens en même temps, vous allez voir que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il va gagner quelque chose. Et les fruits, nous les mangeons selon les saisons. Oui. Maintenant, quand la saison est finie, maintenant, je peux me permettre de prendre ce qu'il y a, mais je ne peux que prendre ce qui est consommé chez nous. C'est transformé chez nous. Donc, c'est vraiment super important. C'est vraiment super important. Donc, vous avez tout à fait raison. Là, les questions ne sont pas finies. On va passer à Faustin, qui a donc récolté les questions des auditeurs aussi en ligne. Donc, bonjour Faustin. Bonjour ici, comment tu vas? Bonjour monsieur beaucoup. J'ai déjà dans un premier temps une question de Gisèle qui dit pour vous, quel est en fait le prix du succès? Le prix du succès pour moi, c'est le fait d'avoir créé de l'emploi et aussi d'avoir imposé Choco Togo comme une marque qui s'impose à côté des multinationales. Ok, super alors. Maintenant, de 2014, parce que je sais que c'est à partir de 2014 que Choco Togo est né. De 2014 à 2021 aujourd'hui, quel est le bilan? Le bilan, c'est un parcours super merveilleux. Donc, en 2014, nous avons commencé dans un centre ici. Et en 2015, nous avons loué une unité à Palimé.
où on a jusqu'à plus de 60. Ici, de 14, on était une douzaine à 60. Et de Palimé, nous sommes allés encore, nous avons eu une unité ici à Lomé, à Kakaveli. Et après, aujourd'hui, nous avons acquis des machines qui vraiment très performantes. Et nous sommes toujours encore dans la quête pour pouvoir répondre au marché. Donc, je peux dire que nous avons fini un peu la conquête avec le pays que nous allons entretenir. Les orientations actuelles, c'est de faire en sorte que les boutiques du quartier, des coins du quartier, soient aussi fournis pour que nos produits ne restent pas seulement que dans les supermarchés ou bien dans les centres. Donc, nous voulons vraiment que ça soit accessible. Donc, actuellement, nous avons mis en place une stratégie. Pendant le consommer local d'octobre, nous allons lancer ensemble ces produits-là. Oui, enfin, je crois que je peux essayer une dernière question. Bien sûr. En fait, l'objectif de tout entrepreneur, c'est d'arriver à une économie d'échelle. Cette économie d'échelle qui permet de produire en masse, mais que le coût soit plus bas. Comment est-ce que, en tant que producteur, vous arrivez à être productif à ce jour? Si celui qui me pose la question, il est encore entrepreneur, je voudrais l'encourager, qui ne minimise pas les tout débuts. Les tout débuts font partie de l'histoire. Donc, actuellement, nous sommes en Choco-Togo. Avant, nous produisons par jour, parfois 10 kilos. OK? Nous avons un équipement 2017, nous allons dans les 30 kilos et autres. Mais aujourd'hui, nous avons une capacité qui peut produire 500 kilos. Maintenant, c'est le besoin. C'est-à-dire, vous allez me voir aujourd'hui, je suis en train d'aller dans les pays de la sous-région parce que j'ai compris que l'Afrique, c'est un pays de consommation. Ils sont là. Maintenant, il faut aussi aller. Donc, quand les marchés de ces pays seront trouvés, donc on lance les marchés sont là, nous le faisons, mais nous ne les tournons pas tous les jours. Nous les tournons seulement parce que le marché togolais, ce que le marché togolais peut consommer. Ok, merci. Merci beaucoup, Festin. Merci beaucoup, Festin, la semaine prochaine. Beaucoup. Donc, si on continue, on continue. Donc, c'est place à la rubrique digitale avec Valentin qui va vous poser quelques questions concernant le digital. Bonjour Valentin. Fondateur de Choco-Togo. Ouais. Donc moi je suis Valentin, j'interviens bien entendu sur la rubrique digitale et puis un peu sur le marketing. Exactement. Puisqu'il est important d'en parler. Vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose d'assez intéressant en faisant en même temps de la sensibilisation dans le fait que en Afrique nous ne consommons pas beaucoup le chocolat. Ouais. Et la question marketing c'est quoi? C'est comment est-ce que aujourd'hui vous voulez développer le marché de la consommation du chocolat par les Africains. Wow. Comment Sinon, on peut faire? Nous avons commencé déjà, ça fait 5 ans. Hein. Oui. La première chose, on ne peut qu'apprécier ce qu'on a une fois goûté et mangé. Donc c'est pourquoi vous allez voir que n'importe où il y a organisation, nous sommes là pour la dégustation. Nous donnons des kilos. L'année passée, nous avons mis 200 kilos juste pour que les gens consomment, pour que les gens apprécient. Et ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que les gens sont habitués à quelque chose pendant des années. Pour se défaire de ça, il faut prouver que ce que vous avez amené est meilleur. Et comment? C'est là où il faut vraiment investir sur la communication avec les consommateurs. Par exemple, si quelqu'un, nous organisons des programmes comme Fête des pères, Fête des mères, des choses comme ça. C'est par là que nous collectons des données et de temps en temps on appelle les gens. Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui ne vous a pas plu et pourquoi? Et comme ça, nous avons commencé cette communication avec le consommateur. Et c'est maintenant, nous constatons que c'est les consommateurs eux-mêmes qui vont dire c'est parfait. Donc aujourd'hui, on fait moins de publicité
c'est les consommateurs qui font plus de publicité pour nous. Bon, moi, ce que j'ai remarqué tout à l'heure, quand je suivais votre interview, je trouve que vous racontez une belle histoire. Et cette histoire, elle est suffisamment belle. Et je me dis que, en même temps, je sens en vous une personne très engagée, très préoccupée par la question, on va dire, de la consommation locale, et puis de la reconnaissance du fait que nous pouvons, et nous sommes capables en Afrique, de produire aussi bien qu'on peut le faire ailleurs, mais en exploitant on va dire, nos propres ressources. Vous racontez tellement bien l'histoire, mais j'ai remarqué que vous êtes très rare. Là où vous êtes, vous portez une vision, vous portez un projet, et aujourd'hui, justement, je vais en arriver au digital. Le digital peut vous permettre d'amplifier cette histoire que vous racontez. Et comment est-ce que vous l'utilisez? Je pense que moi, j'ai compris très tôt. Il faut vérifier. S'il y a une entreprise au Togo qui est plus médiatisée que Choco Togo, je ne crois pas. Ça, je vais vous dire. Tapez Choco Togo, vous allez voir. Mais je ne peux pas dire que nous avons investi beaucoup dedans. Non. C'est une grâce. Ça, je dis vraiment, c'est la grâce de Dieu. Je veux saluer ici Noël Tadéon. C'est lui qui nous a vraiment propulsé avec le Reuters. Et nous avons eu aussi beaucoup de personnes qui ont écrit sur nous. Donc ça, c'est le côté un peu digital. Maintenant, quelle est la stratégie de Choco Togo elle-même avec le digital? Vous savez, chaque entreprise passe une étape. Tout à fait. Donc nous étions dans les années avant 2016, c'était la production, la qualité, veille sur ça, tout. Donc les autres années, nous avons travaillé un peu sur nous avons travaillé sur la mise en position du marché. Maintenant que nous connaissons le marché, que nous connaissons aussi la réaction du marché, actuellement, je vais inviter toute entreprise. Si nous négligeons le digital, nous serons de l'ancien temps. Pour ça, Choco Togo a une stratégie où d'abord, juste vous informer que lors du confinement, nous, on n'a pas souffert du confinement. Non, premièrement parce que on ne pouvait pas faire les trucs là, on était bloqué. Mais quand on nous a laissé un peu l'opportunité. Le personnel ne pouvait pas travailler. Tout à fait. Mais je ne pouvais pas aussi. Donc on n'a pas renvoyé un seul. Et nous payons toujours. Ils sont restés chez eux, nous payons parce que Choco Togo, l'homme est au centre. Ce n'est pas le chocolat. C'est l'homme qui fait le chocolat. L'homme est plus valorisé que le chocolat. Mais là où nous avons compris, quand on nous a dit de rester chez nous, restez chez vous. Comment on peut communiquer? Comment on peut vendre? Voilà. Donc, nous, tout le personnel de Choco Togo a été formé dans le digital. D'accord. Donc, tous savent, c'est-à-dire aujourd'hui, le matin, nous avons une équipe marketing qui est là, qui fait le plan de communication, qui donne, par exemple, si c'est à 7 heures, tout le personnel vient à 7 heures, de 7 heures à 7h30, tout le monde doit publier dans son réseau. Ils savent comment faire la liste de diffusion. Ils publient et maintenant on se met en tenue, on va travailler. Donc c'est ça, mais seulement c'est maintenant que nous avons un site, nous avons eShop, nous avons eShop, mais qui est hébergé en Allemagne. D'accord. eShop où la transaction en Europe se fait en ligne, livraison. Mais nous utilisons plus la livraison WhatsApp ici pour pouvoir faire le travail. D'accord. C'est vraiment très très intéressant dans la mesure où vous venez d'aborder la question en fait de la culture digitale, dans la mesure où vous formez l'ensemble de vos collaborateurs pour qu'ils prennent conscience en fait de l'enjeu. Mais vous avez aussi dit tout à l'heure en parlant de Monsieur Noël Tadéon, le journaliste, qui a permis en fait la médiatisation, on va dire au niveau international, et on a beaucoup écrit sur vous. C'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça permet de vous faire connaître. Mais en même temps, la question que je vais vous poser, il y a une génération, on va dire, de consommateurs à éduquer. Est-ce que cette génération de consommateurs, est-ce qu'ils sont sur Reuters, les grands médias et autres, ils veulent qu'on leur parle d'une autre façon aussi. Cette génération en fait de consommateurs, je parle des jeunes en fait, ils ont aujourd'hui 15 ans, ils ont aujourd'hui 13 ans, 14 ans et autres.
Et le digital peut être on dit un vecteur assez important, assez accessible pour eux, et pour leur parler d'une certaine façon, avec des vidéos, avec des choses. Votre histoire, elle est intéressante. Moi, je vais vous dire, vous devez raconter votre histoire et la raconter plus souvent en vidéo, que ce soit accessible aux jeunes, pour qu'ils comprennent. En fait, je veux dire, bon, c'est ma suggestion pour vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. En tout cas, je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop écrire. Voilà. Donc, effectivement, nous faisons beaucoup de capsules. Voilà. Des capsules de 2 minutes. Il y en a quand même. Sans mentir, j'ai compris très tôt que surtout le monde audiovisuel et le digital, je conseille vraiment. Moi-même, je ne suis pas social. Je ne suis pas réseaux sociaux. Personnellement, si ça dépendait de moi, Eric, je ne le ferais pas. Mais je le fais seulement parce que, entre-temps, nous sommes devenus un icône et nous pouvons encourager. Donc, j'utilise ça pour la motivation. Mais, comme vous le dites, les Instagram, les Facebook, c'est tout dernièrement. C'est tout dernièrement que nous avons engagé quelqu'un qui s'occupe vraiment de ça. Donc, on est en train de travailler sur ce côté, mais je veux vraiment encourager les gens. Et surtout, à Nana FM, d'avoir permis ces genres d'émissions, de rencontres, surtout le digital. Et je prierai aux Togolais de ne pas sous-estimer ça. La force est dans là-bas. Merci. Et puis à très bientôt alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valentin et puis à la semaine prochaine pour d'autres questions. C'est vrai qu'il a raison parce que l'histoire est tellement belle. C'est aussi ça l'émission parce que ça permet aussi de rencontrer des gens, ça permet d'entendre des histoires et ça permet aussi donc à vous de donner envie aux autres qui ont ou qui pensent qu'avec 0 francs ils peuvent pas y arriver. Les débuts sont difficiles pour tout le monde, mais il faut beaucoup de volonté et écouter d'autres personnes, d'autres histoires aussi, qui peut aussi leur permettre d'être plus courageux. C'est ça. Et justement, cette rubrique Success Story que Cathy nous présente chaque semaine parle de ça. Raconte l'histoire d'un entrepreneur. Elle fait le portrait d'un entrepreneur qui a marqué l'histoire. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de Syndicat Dokolo, le gendre de l'ancien président de la République angolais, qui nous a quittés en octobre 2020. Paix à son âme. Bonjour Cathy. Oui, bonjour aussi, bonjour à tous les auditeurs. Moi, j'ai été très très touchée par votre petit commentaire de tout à l'heure par rapport à la fierté de consommer local. Et je pense que c'était très 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 important que ce soit au niveau agriculture, culture aussi. Et là justement, c'est là où j'en viens avec Syndicat Dokolo, c'est qu'effectivement il avait aussi compris ça. Alors on connaît peut-être son histoire, on sait à peu près qui c'est, mais on va peut-être en savoir un peu plus avec ce petit papier. En fait, aujourd'hui je vais braquer les projecteurs sur un collectionneur d'art qui a connu une vie hors du commun, aussi, vraiment. Malheureusement, interrompu, comme vous l'avez dit, beaucoup trop tôt, à l'âge de 48 ans. C'est le 16 mars 1972 que le petit syndicat voit le jour à Kinshasa, au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. On peut dire que ce fils de bonne famille ne manque de rien auprès de parents extrêmement aimants et attentifs. Alors, il faut savoir quand même que son père, Augustin Dokolo Sanou, est un homme d'affaires déjà congolais, bien sûr, prospère et actionnaire, majoritaire d'une banque privée, qui aura bâti sa fortune sans avoir, dit-on, bénéficié de quelconque arrangement politique. Donc on voit le statut. Ensuite, il est aussi parallèlement grand amateur et collectionneur d'art, son papa. Sa maman, quant à elle, c'est Anne Kruse. C'est une jeune Danoise qui arrivera au Zaïre en 1966 pour gérer la pharmacie de l'hôpital d'enseignement de la Croix-Rouge danoise à Kinshasa. Le couple se rencontre, bim, voilà, arrive le petit syndicat. Alors, syndicat va passer une partie de sa jeunesse entre la Belgique et la France, où il va obtenir son bac. Il étudie le commerce, l'économie et les langues étrangères à l'université avant de revenir au pays, parce que sa vocation, c'est vraiment de revenir sur le continent. Mais parallèlement à ça, dès 15 ans, il commence à rassembler une collection d'œuvres d'art, alors qui a été en partie quand même léguée. Il n'a pas collectionné comme ça, il a eu quand même au
départ un petit peu d'aide. Il a eu pas mal de choses qui lui sont arrivées entre les mains. Mais en fait, tout ça certainement encouragé aussi par sa maman, puisqu'ils ont absolument visité l'ensemble des musées qu'il y avait en Europe. Il a passé son temps à visiter les musées. Alors, son retour à Kinshasa semble cependant un peu difficile, plus difficile que prévu, car son père est dans le collimateur des autorités et certains de ses biens vont être saisis dans un contexte politique plutôt houleux. Effectivement, en 1997, après 32 ans de régime de Mobutu, le pouvoir va changer de main. Alors en 1999, le jeune syndicat est désabusé. Il décide alors de partir s'installer au Brésil. Mais alors, les choses ne vont pas vraiment se passer comme il espérait. C'est lors de son escale à Luanda, en Angola, qu'il flaire les très bonnes opportunités que peut lui apporter le pays pétrolier. Alors, au hasard de ces pérégrinations, le jeune homme va faire une rencontre déterminante. Vous savez laquelle ? Sa femme ? Ben oui, sa femme. Alors, il tombe sous le charme de la belle Isabelle, qui se trouve être, comme par hasard, vous l'avez dit tout à l'heure, la fille aînée du président Eduardo dos Santos. C'est donc en 2002, devant l'hôtel, qu'il intégrera la puissante famille présidentielle angolaise. Bon, alors, c'est quand même pas très très compliqué, facile de faire des affaires quand on est bien marié. Le fait de l'union des deux tourtereaux fera alors déjà l'objet de nombreuses critiques. J'imagine qu'ils n'ont pas juste invité 3 personnes, vous pouvez l'imaginer. Au passage, rappelons qu'Isabelle dos Santos a longtemps été considérée comme la femme la plus riche du continent. Le jeune couple alors investit un peu partout dans le monde et dans des secteurs du pétrole, des diamants, de la grande distribution, de la téléphonie mobile, de l'immobilier, de l'agriculture. Et d'ailleurs, Syndicat espérait bien devenir le roi africain de la tomate, comme il aimait à le répéter. Alors, je n'oublie surtout pas de signaler que Syndicat, pendant toute sa vie, était reconnu pour sa passion de l'art africain et de surcroît avait pour cela créé la fondation Syndicat Dokolo, considérée comme la plus grande collection d'art africain au monde. Et il privilégiait surtout, et c'est là où on en revient à ce que vous disiez, il privilégiait surtout les créations de la jeunesse du continent. Avant toute chose, c'était ça le plus important pour lui. Il s'était d'ailleurs donné une mission de restituer à leur musée d'origine des œuvres d'art africains qui leur avaient été volées pendant la colonisation. Alors, il est aussi engagé en politique et Syndicat avait initié en 2017 un mouvement citoyen dénommé Congolais debout pour encourager le respect de la Constitution et la non-candidature de Kabila à l'élection de 2018. Seulement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, seulement à la même période, le vent tourne pour le clan de sa femme depuis l'investiture de João Lourenço, qui a pris la succession d'Eduardo dos Santos, resté au pouvoir pendant 38 ans quand même. Toute la famille passe alors à la lessiveuse en faisant l'objet d'enquêtes à propos de biens soupçonnés d'avoir été gonflés par de nombreux détournements de fonds publics. Alors les affaires du couple Dokolo sont un peu gelées et l'image du mécène sérieusement entachée. Et comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, ici c'est le 29 octobre 2020 qu'un tragique accident de plongée brise définitivement les rêves d'avenir de Syndicat, abandonnant derrière lui 4 enfants et sa femme éplorée. Assez peu connu du grand public, j'en finis par là, Syndicat Dokolo laissera finalement son empreinte de collectionneur philanthrope et défenseur d'art africain, un exemple dont pourraient largement s'inspirer certains héritiers fortunés et tout simplement des entrepreneurs comme vous, amoureux de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy, pour cette belle histoire. Donc, comme je vous le disais, c'est ça. C'est ça, oser entreprendre et c'est aussi permettre de découvrir des entrepreneurs qu'on ne connaît pas. Donc, on en a chaque semaine. C'est vraiment des belles histoires. Donc, une dernière question pour vous. Comment vous voyez-vous Choco Togo dans 5 ans? Wow. Dans 5 ans premièrement, nous pensons que déjà dans 5 ans, nous voudrons aller à l'échelle industrielle. Comme vous le dites, actuellement, je suis en train de faire beaucoup de voyages en Afrique. J'avais eu le temps de visiter beaucoup l'Europe, mais j'ai compris que non, c'est de revoir un peu la stratégie. La stratégie, c'est le changement de paradigme, surtout sur la consommation locale. Et ça, il faut que nous inventons, nous innovons toutes les stratégies possibles.
Donc, Choco Togo, actuellement, nous sommes en phase, nous nous sommes équipés en beaucoup de machines. L'objectif, c'est que nous voulons rendre le chocolat accessible vraiment à un coût très bas, mais qualité supérieure pour confondre les gens qui croient que le chocolat, c'est du luxe. Nous voulons vraiment que les gens adoptent le chocolat comme un alicament, en le mangeant, pour un apport en potassium, en calcium, un antioxydant très puissant, un relaxateur. Et pour les diabétiques, ça réduit le taux de sucre, le taux de cholestérol, ça booste le système immunitaire. Donc pour moi, j'aurais souhaité que le public africain, parce que moi, avant, quand on faisait Choco Togo, je voyais les 7 millions d'habitants. Oui. Je ne pense plus aux 7. Minimum, les 300 millions d'habitants de la zone de la CEDEAO. Oui. CEDEAO. Et je voudrais inviter nos frères. Il y a un événement qui est en train de se passer. C'est le cas. Oui. La zone de libre-échange commercial en Afrique. Je vais attirer l'attention des frères, les entrepreneurs du pays. La compétition n'est pas entre Togolais. Il suffit seulement qu'au Burkina là-bas, une multinationale s'installe là-bas et on met Made in Burkina et il écrase tout le monde ici. Donc, première chose, il faut que nous nous retrouvions pour planifier faire en sorte qu'on ne devienne pas esclave sur notre propre territoire. Et ma prière, c'est que nous voulons vraiment à un moment de l'histoire, comme je dis à mon équipe, de la sorte que nous voyons des produits, on met since 1844, nous voudrons aussi qu'on mette since 2014. Comme ça, nous allons partir, mais c'est une marque comme les Nestlé, comme les autres, et c'est aussi des marques familiales puissent perdurer. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. On est passé un bon moment avec vous. Voilà, l'émission est finie pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Nestor. Merci à First Digital Impact. Un gros bisou à ma famille. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas notre rendez-vous des professionnels du mois prochain qui sera le 6 août à Ment Hotel à Didiolé. Merci à vous. À la semaine prochaine. Bye bye.